Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus sur, c'est pas peut-être la 7e ou 8e séance maintenant de notre série de séminaires sur l'antisémitisme contemporain en France. Cette série est organisée par Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy et le GSRL, le groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS. Et c'est comme souvent un travail d'un groupe. A participé Glenn Fader, qui est ici aussi, qui est au ISCAP, et Joël Alouche Benyaoun, Paul Savatsky, au GSRL, et Claudine Attias. Il y a ce soir, et j'espère qu'on va continuer un peu dans ce débat d'avoir un cadre universitaire, mais on a vu qu'on a lancé cette série de séminaires, qu'on a développé l'idée, c'était l'été dernier. Déjà l'actualité était déjà bien présente, mais pas autant. Donc on voit que les chercheurs sont souvent ils prennent plus de temps dans la recherche. Il m'a fallu aussi un peu de temps pour comprendre cette façon de démarche où on doit prendre le temps pour évaluer les choses. Et je suis très content que ce soir, on a Jacques Tornero qui réagit souvent rapidement sur les développements de l'actualité. Il est un expert de l'antisémitisme et du racisme également. Et de discuter ça dans ce cadre ici. Et la discussion, j'espère qu'on va avoir assez de temps. Donc, je vous prie de faire un discours peut-être de 45 minutes, si ça vous va. Super. Et donc, votre participation est importante pour nous aussi. Le sujet ce soir, c'est le titre exact. C'est la compassion pour les Juifs à la condamnation d'Israël. Voilà. Donc ça va parler bien sûr de l'antisionisme aussi. Et je peux annoncer que ce n'était pas annoncé sur un sujet similaire. Ça va être mai. Ilan Greitsamer, il va intervenir aussi sur zionisme, antisionisme, post-zionisme et antisémitisme pour en finir avec les confusions sémantiques dans le débat français. Bon, c'est prometteur. Le 20 mai. Je vais vous envoyer, si vous êtes inscrit sur cette liste, je vais vous envoyer bien sûr l'invitation. Donc, Jacques Tornero, comme j'avais dit, un spécialiste de l'antisémitisme et sur aussi le négationnisme. Il a fait un film qui, je crois qu'il avait d'influence dans le débat. C'était en 2001, je crois, sur le négationnisme. Autopsie d'un mensonge et également un autre film sur la représentation du conflit israélo-palestinien, Décryptage, en 2002. Je ne vais pas prendre plus de temps de vous, la parole est à vous, M. Tornero. Merci beaucoup. Vous me présentez comme un expert, j'aurais préféré ne pas être un expert de ce type de sujet. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on soit encore obligé en 2014 d'avoir à étudier cet objet infini qui s'appelle la haine des Juifs et qui se renouvelle, se métamorphose, se transforme, prend de nouveaux noms, de nouveaux discours, de nouvelles formes. Et c'est pour reprendre le mot de Alain Finkielkraut, c'est une défaite de la pensée. Surtout
après avoir estimé en 1945 et 48 cette phrase rituelle qui était « plus jamais ça », puisqu'on voit que le « ça » est sans cesse recommencé. Alors je vais limiter mon propos, parce que le sujet est immense, pour reprendre le titre du livre de Jean-Pierre Faye, « Migration du récit sur le peuple juif », qui est sorti dans les années 70, je ne sais plus très bien, où il faisait des comparaisons des discours sur le peuple juif. Faye est un grand linguiste, qui est l'auteur, linguiste et philosophe, qui est l'auteur des discours totalitaires, qui a analysé très finement le discours nazi, et puis le discours communiste aussi. Et donc, je vais essayer de voir quelles ont été les variations, les constantes, les changements, les métamorphoses, chronologiquement d'abord, et puis de la fin de la guerre, de 1945 à nos jours, donc exposé chronologique qui mettra en valeur ces changements. Et deuxièmement, essayer de conceptualiser tout cela, comment définir ces mots que vous avez employés, antisémitisme, racisme, antisionisme, comment les différencier, comment les penser. Le titre de l'exposé, c'était donc de la compassion pour les Juifs victimes, 1945. On découvre l'horreur des camps, on découvre le sort spécifique réservé aux Juifs par les nazis, et la compassion est de mise. Même si le récit de la Shoah, de ce qui n'est pas encore nommé Shoah, est quelque chose qui émeut les masses, si j'ose dire, et même qui touche le grand public. La France est sortie de la guerre, on a envie de penser à autre chose, et quand Georges Wellers, le créateur du CDJC, l'ancêtre du mémorial de la Shoah, rue Geoffroy-Lanier, fait un premier livre sur la déportation, ce livre n'est pas reconnu, n'a pas de succès, on en parle peu. Donc, on a, si je devais faire un partage, je veux bien utiliser le tableau. Voilà. Si je devais faire un partage symbolique entre les deux catégories morale et politique, morale surtout, entre le bien et le mal, en 1945, les Juifs victimes et résistants, la part juive, l'engagement des Juifs dans la résistance est quelque chose qui ne sera pas immédiatement célébré comme tel, mais qui aura été effective, y compris dans la brigade juive, à Birakem. Les Juifs sont dans la catégorie du bien. Donc, les Juifs victimes attirent la compassion et la sympathie. Par contre, dans la catégorie du mal, il y a les nazis, les collabos, Vichy. 1948, naissance de l'État d'Israël. La naissance de l'État d'Israël attire aussi la sympathie du public et des opinions. Je relisais avant de venir des textes le livre de M. Lazare, qui s'appelle L'opinion française à la naissance de l'État d'Israël. La sympathie pour Israël est générale. C'est l'État des victimes, c'est l'État des survivants. On sait que la naissance d'Israël n'est pas le produit de la Shoah, mais en 1948, c'est d'abord comme cela que l'État d'Israël est perçu. C'est les faibles qui, par la force de leur courage et de leur détermination, ont construit un pays. Et dans un premier temps, à la naissance d'Israël,
tout le monde applaudit le premier député français à saluer la naissance de l'État d'Israël à la tribune de l'Assemblée nationale est un député du Parti communiste, Florimond Bonte, et qui salue le petit État qui est à la fois celui des victimes, mais qui s'est construit l'impérialisme britannique et contre les féodalités arabes. Donc on peut dire que Israël, à ce moment-là, est loin des huiles du progressisme. D'ailleurs, l'Union soviétique et les États-Unis reconnaissent immédiatement l'État d'Israël. Donc, Israël, à sa naissance, est aussi dans la catégorie du bien. Je continue mon déroulé chronologique. Il se trouve que la France va être très rapidement en conflit avec ses colonies, ou avec ceux qui réclament leur indépendance. L'Indochine d'abord, l'Algérie ensuite. La guerre d'Algérie démarre en 1954 et s'achève en 1962. Et il se trouve qu'il y aura une alliance conjoncturelle en 1956, au moment de l'affaire de Suez, entre Nasser est au pouvoir. Nasser se présente comme le héros du tiers-monde, et pas uniquement qui a renversé le roi Farouk, qui était la potiche des Anglais. Donc, en nationalisant le canal de Suez, Nasser apparaît à la fois comme un nationaliste et aussi comme un progressiste du côté du tiers-monde, qui prend le parti du FLN algérien. À l'époque, en 1954-56, l'ennemi de la France se nomme le Félaga algérien. N'oubliez pas que le Parti communiste français vote les pleins pouvoirs au gouvernement de Guy Mollet pour appeler les réservistes, et que une union nationale est faite contre l'insurrection algérienne. L'Algérie, ce sont des départements français. L'Algérie, c'est la France, dira François Mitterrand, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur. Donc, l'alliance entre Israël et l'Angleterre et la France en 1956, au moment de Suez, a un ennemi commun qui est le FLN algérien et le colonel Nasser. 1962, fin de la guerre d'Algérie. Fin de la guerre d'Algérie, et l'opinion et les intellectuels changent de bord. La bataille d'Alger, la torture, le livre de Henri Alleg, La question, tout ceci blesse l'image antérieurement sympathique de la France contre l'ennemi Félaga FLN, et au contraire, cette guerre est perçue comme une guerre colonialiste, impérialiste, et donc l'alliance passée en 1956 entre Israël et l'Angleterre et la France est regardée d'un autre œil. Qu'en est-il du statut symbolique du signe juif à ce moment-là? Jusqu'en 1956, le signe juif, d'une part en tant que victime de la Shoah, attire toujours une certaine compassion, mais la connaissance de ce qu'a été la réalité de la Shoah n'est pas encore faite. Le signe juif, qui contient à la fois cette image du juif survivant ou d'Israël, c'est un grand signifiant qui englobe tout cela. Ce signe juif est toujours
a toujours un statut symbolique qui attire la sympathie et qui est toujours du côté dans la catégorie du bien. Le changement sera 1967. La guerre des 6 jours. Voilà que l'état des faibles, des humiliés, des offensés, des survivants est devenu vainqueur. Et il est devenu vainqueur de 3 ou 4 armées arabes qu'il a défait en 6 jours, et la compassion que l'on pouvait éprouver pour les Juifs victimes se transforme dans un premier temps en admiration pour le petit État des faibles, des humiliés et des offensés qui a réussi à écrabouiller les armées arabes. Il faut dire qu'à l'époque, ceux qui représentent ce que va être l'OLP, Ahmed Choukeiri, tient des discours qui ne plaisent pas à l'opinion occidentale. C'est « on va jeter les Juifs à la mer », et Nasser lui-même tient des propos absolument terrifiants. Et de la question de la Palestine, à l'époque, eh bien justement, il n'est pas question. Voilà pour le rapport des Juifs à Israël et au conflit du Proche-Orient. Quelque temps avant, en 1964, un livre sort qui est Treblinka, de Jean-François Steiner, préfacé par Simone de Beauvoir, et c'est un livre qui a un énorme succès, enfin qui pose énormément de questions, car c'est de Beauvoir qui l'écrit, les Juifs ne se sont pas laissés emmener à l'abattoir comme des moutons. C'est le récit de la première révolte d'un camp d'extermination menée par ceux qui devaient mourir. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un oubli majeur dans mon propos. En ce qui concerne d'une part, il y a le procès de Nuremberg, d'autre part, il y a le procès Eichmann en 1961, et le procès Eichmann va avoir aussi un impact considérable sur, d'une part, l'ampleur des crimes nazis, et c'est là que naît l'expression de Hannah Arendt sur la banalité du mal, puisqu'elle en est la correspondante, tout comme Robert Badinter est aussi observateur du procès Eichmann. Le procès Eichmann va avoir un écho considérable dans la perception de ce qui n'est toujours pas nommé la Shoah. D'un certain sens, le procès Eichmann crédite la sympathie que l'on éprouve pour Israël, qui est encore une fois perçu comme l'état des victimes. Vous avez donc deux chemins parallèles. D'une part, le statut symbolique du signe juif en Europe, en Occident, par rapport à ce qui est arrivé aux Juifs pendant la guerre, et d'autre part, le signe juif porté par la relation à Israël. Le livre de Treblinka, Jean-François Steiner, conforte l'idée que les Juifs, donc en 1964, sont des combattants, se sont battus, ne sont pas restés passifs par rapport à leur extermination. Ce statut est de fait conforté par l'image de la guerre des 6 jours. Les Juifs ont combattu et ont gagné. Mais ce changement de statut symbolique en 1967 va être lourd de conséquences. Le Juif vaincu devient vainqueur. Et il est vainqueur de qui ?
il est vainqueur de peuples arabes, d'armées arabes. N'oubliez pas, nous sommes à l'époque, ça apparaît très invraisemblable quand je raconte ça à ma fille, que le monde est partagé en deux à l'époque. Il y a le monde communiste et le monde libéral du côté de l'Amérique. Les jeux d'alliance partagent le monde en deux, malgré les tentatives d'émergence d'un tiers-monde qui cherche à se rassembler. Le général de Gaulle essaye de s'inscrire dans cette position médiane entre l'Union soviétique et les États-Unis. La France quitte l'OTAN et il y a un jeu, une volonté d'autonomie, d'indépendance du général de Gaulle par rapport à cette polarité. 1967, novembre 67, conférence de presse du général de Gaulle. Et au cours de cette conférence de presse, de Gaulle a la fameuse phrase sur ce peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, et dans une déclaration extraordinaire, sans papier, une déclaration très compliquée, très ambivalente, où il y a à la fois une admiration certaine pour le destin du peuple juif, mais une réprobation. De Gaulle l'avait dit à Abba Eban, juste avant le déclenchement de la guerre, n'attaquez pas les premiers. Celui qui attaquera le premier aura ma réprobation. Il se trouve qu'à l'époque, la France est désengagée de la guerre d'Algérie. Ses intérêts, la politique arabe de la France, telle que De Gaulle estime devoir la mener, ne correspond pas à ce que la 4e République et à ce que les socialistes français avaient construit. N'oubliez pas qu'à l'époque, dans les années 56-57, Shimon Peres avait ses entrées au ministère de la Défense, et si Israël est doté de l'arme atomique, c'est grâce à la coopération atomique française, à l'aide atomique française. Donc, De Gaulle change la donne. De Gaulle change la donne, et même si sa position, De Gaulle change la donne dans sa relation à Israël. L'ami et l'allié, la fameuse phrase de l'entretien, issue de l'entretien entre De Gaulle et Ben Gurion, c'est que l'ami et l'allié, la relation est beaucoup moins forte qu'elle l'avait été, en particulier du temps de la 4e République. Le statut symbolique du signe juif, 1967, marque un tournant. On avait de la sympathie pour les vaincus, on est désormais extrêmement réservé pour les vainqueurs. 1959, excusez-moi, je fais aussi un retour en arrière, un autre livre va avoir un impact considérable sur la perception, sur l'imaginaire de la perception du statut du symbolique du signe juif par rapport à la Shoah. C'est le livre de André Schwarz-Barth, Le dernier des justes, qui aura le prix Goncourt 1959. Et ce livre va provoquer un choc extraordinaire, car c'est le premier récit de l'extermination vu du point de vue juif, avec une écriture somptueuse, à la fois poétique, onirique et lyrique. Schwarz-Barth décrit le martyre des Juifs. Schwarz-Barth va avoir une popularité immense. J'ai revu il n'y a pas longtemps des vidéos des entretiens de Schwarz-Barth avec Pierre Dumaillet à, je ne sais plus comment ça s'appelle, Saint-Colonne, non, je ne sais plus. Lecture pour tous. Et c'est un homme d'une modestie extraordinaire, d'une réserve
extraordinaire, et il va, j'ai envie de dire qu'il va populariser d'une manière extraordinaire et il va renforcer encore plus la compassion pour les Juifs par rapport à ce qu'a été le nazisme. On en arrive donc à 67. 1968, la révolution à Paris. Et 1968 va avoir un impact différé sur ce qui nous préoccupe. Et je pense qu'on en subit encore les effets. Je vais prendre quelques slogans symboliques. CRS-SS, il est interdit d'interdire, jouir sans entrave. CRS-SS, quelle chance pour les SS de se voir attribuer le titre de CRS, c'est-à-dire Compagnie républicaine de sécurité, créée par Jules Mock en 1954, je crois. Et donc, 56 46 bon. Eh bien, merci. Brutalement, les SS deviennent des personnes respectables. Hormis la rime, le slogan est d'une stupidité effrayante. Or, c'était l'époque de mes 20 ans, je l'ai crié comme un âne, en ne sachant pas ce que je disais, mais tout le monde l'a crié, Cohn-Bendit compris, et tout, et tout, et tout. Il est interdit d'interdire. Le slogan est terrifiant aussi quand on revient sur lui. S'il est interdit d'interdire, tout est permis. Si tout est permis, on s'affranchit de l'idée de la loi. Qu'est-ce qui construit la loi? Qu'est-ce qui fait que la loi est la loi? Mais c'est qu'il y a de l'interdit. S'il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de loi. S'il n'y a plus de loi, c'est le règne de la barbarie. Jouir sans entrave est le produit du « il est interdit d'interdire ». Après tout, et si jouir sans entrave, c'était tuer un juif, noyer un arabe et faire une ratonnade, et on jouit sans entrave. Symboliquement, le poids de mai 68 autour de ces trois slogans, l'effet, de mai 68 qui véhicule ces trois slogans va être terrible et on va en mesurer les effets un peu plus tard. La question Israël n'est plus aux premières lignes. Israël vit sa vie, continue sa vie, la Ve République est installée, les jeux d'alliance et les intérêts de la France basculent beaucoup plus du côté arabe que du côté israélien, mais néanmoins, Israël est plutôt bien vu dans l'opinion française, même si la politique arabe de la Ve République a énoncé clairement ses préférences. Vous voyez combien les choses se croisent entre les deux axes historiques, ce qui se passe au Proche-Orient et l'écho de ce qui se passe au Proche-Orient, et ce qui se passe en France et en Europe, et la mémoire de la Shoah. 1970, Septembre Noir. Septembre Noir, c'est la répression par l'armée jordanienne, de Hussein de Jordanie, contre les Palestiniens. 20 000 morts. 20 000 morts. Les Palestiniens quittent la Jordanie pour aller au Liban, dans les camps, et Arafat se réfugie au Liban. Pourquoi est-ce que Septembre Noir est important? Parce que il va donner naissance, cette période des années 70 correspond aussi, donc 2 ans après 68, à l'effet 68 dans les gauchismes européens. Je m'explique. L'Allemagne, l'Italie et le Japon, les 3 pays qui ont été membres de l'Axe et qui ont donc une charge de culpabilité lourde
dans les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, vont engendrer une génération après, une ou une génération et demie après, des groupes révolutionnaires violents, terroristes, fractions armée rouge allemande, brigade rouge italienne ou armée rouge japonaise, et qui vont mener des actions révolutionnaires au nom de l'intérêt des masses populaires, au nom de l'émancipation du genre humain, au nom du progrès, et qui vont avoir des actions meurtrières dont certaines cibles seront, entre autres, les Juifs ou Israël, ou Israël. Je prends un exemple très précis. 1976, d'abord il y a eu l'attentat de Munich, l'attentat des Jeux Olympiques de Munich, 1972, où on s'est emparé des otages, des athlètes israéliens. Mais je prends un autre moment symbolique plus fort, qui est le détournement de l'Airbus d'Air France sur NTB, juin 1976. Le commando qui fait le détournement de l'avion est germano-palestinien. Il est composé de 2 Allemands d'extrême gauche, issus du groupe Baader-Meinhof, Willem Bose et une jeune femme dont j'ai oublié le nom, mais que vous pouvez retrouver sur Internet. Et le film de Assayas, Olivier Assayas, qui s'appelle Carlos, sur Carlos, rend compte de tout cela d'une manière extraordinaire. C'est quasiment un reportage. Des Allemands d'extrême gauche vont trier dans les passagers entre qui est juif et qui ne l'est pas. Une femme passagère, Madame Dora Bloch, Dora Bloch, revit sa propre déportation et s'évanouit et tombe malade. Et elle va être envoyée à l'hôpital à Kampala, en Ouganda. Et quand le commando israélien vient libérer les otages, tue les 2 Allemands et les 2 Palestiniens et évacue les otages, Madame Dora Bloch sera assassinée à Kampala par les sbires d'Idi Amin Dada. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des Allemands d'extrême gauche qui, au nom de la révolution, dans un geste rédempteur des crimes nazis, auront reconduit les gestes de ceux dont ils voulaient s'affranchir. Le nazisme avait déporté et exterminé les Juifs, les gauchistes allemands vont trier dans les passagers et vont reconduire les gestes de la génération d'avant, ces gestes qu'ils prétendaient combattre. À l'époque, celui qui va devenir ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, qui était devenu vert allemand plus tard, va quitter le gauchisme. À partir de cette réflexion, si nous, jeunes Allemands, au nom de l'émancipation, au nom de la justice pour les peuples, nous refaisons, à une échelle moindre, ce que nos parents ont commis, les crimes, alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ils quittent, et il le fait savoir, ils quittent le camp du gauchisme allemand. Les brigades rouges vont faire la même chose. Ils serviront de poseurs de bombes pour le compte du FPLP, et l'armée rouge japonaise sera le groupe qui aura commis le premier attentat sur l'aérodrome de Lod en 1972 ou 13, je ne sais plus très bien, où sont assassinés essentiellement des pèlerins catholiques portoricains. Ce qui est intéressant, si je devais ramasser cet épisode, c'est la rédemption du crime nazi par le meurtre gauchiste. Le même se transforme, le même se métamorphose en même, en pensant qu'il est différent, mais c'est la même sauce. Quand il y a le détournement d'avions sur NTB,
Libération, le journal Libération, titre « Championnat du monde du terrorisme, Israël en tête », avec un éditorial de Serge July qui s'appelle « Le temps des hypocrites » et qui accable Israël au nom de la violation du droit international dont le paisible Ouganda était le garant. Vous voyez donc que cette période est une période extraordinairement trouble. La dominante idéologique est titillée par le gauchisme. Les catégories du bien qui étaient véhiculées par les Juifs, les résistants, mais après, les Algériens, les Vietnamiens, sont désormais portés par les Palestiniens, car par tout un jeu de substitution, ceux que les Français avaient colonisés, les Algériens, qui sont des Arabes, qui sont étiquetés comme Arabes, Algériens égale Palestinien, puisque Algérien égale Arabe et que Palestinien égale Arabe. Donc la figure du bien, la figure de l'opprimé dans les années 70, c'est désormais le Palestinien. Et la cause palestinienne va devenir la cause substitutive qui renouvelle le soutien à la cause, à l'idée de la résistance, aux porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie, au soutien au FNL vietnamien. La Palestine est la dernière juste cause. Le monde, à cette époque-là, est toujours, encore une fois, partagé en deux. Le monde communiste et le monde capitaliste. N'oubliez pas que, malgré les tentatives du général de Gaulle de s'éloigner de cela, la France reste néanmoins l'allié des États-Unis. La crise des fusées à Cuba, quand Kennedy est au pouvoir, l'Amérique aura le soutien de la France. Même si à l'époque, Che Guevara et Fidel Castro sont les figures symboliques qui enflamment les rêves de la jeunesse. Les choses vont continuer avec une parenthèse sympathique qui sera la visite de Anwar el-Sadat en 1977 en Israël. Tous les espoirs sont permis et la relation au signe juif, d'une part, s'apaise, la bande Abadher est décimée en 1977, le gauchisme est en pente douce, et un espoir de paix naît au Proche-Orient. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer car les incursions des Palestiniens qui sont désormais installés au Liban vont provoquer la première guerre du Liban en 1982. Offensive israélienne pour détruire l'OLP qui est installé à Beyrouth. Et voilà ce qu'on lit dans la presse française. Témoignage chrétien, qui est un journal issu de la Résistance, dirigé par Georges Montaron, et c'est le titre de Témoignage chrétien, je n'ai plus la date exacte, les Palestiniens dans Beyrouth comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie. Si les Palestiniens sont dans Beyrouth comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie, qui sont les nazis? La déduction s'opère très aisément. Autre citation, toujours tirée de Témoignages chrétiens, à l'époque, Monseigneur Capucci,
est arrêté par l'armée israélienne et on trouve des armes dans sa voiture qui étaient destinées à l'OLP. Commentaire de témoignage chrétien écrit toujours par Georges Montaron. Ils l'ont mis en prison avec les voleurs. Ils l'ont mis, le L', c'est Monseigneur Capucci. Ils l'ont mis en prison avec les voleurs. Comme ils connaissent mal l'histoire, ces geôliers-là, Jésus fut aussi crucifié entre deux voleurs. Donc Monseigneur Capucci est assimilé à Jésus, et Monseigneur Capucci, dans son soutien à l'OLP, la cause palestinienne devient une cause christique. Je suis obligé de regarder aussi ce qui se passe ailleurs. N'oubliez pas qu'en 1979, il y a la chute du Shah d'Iran et l'instauration de la République islamique en Iran. Donc un changement d'alliance, un changement géopolitique fondamental, et la répartition des pouvoirs dans la région, des puissances, dans la région, change. Avec l'arrivée au pouvoir des islamistes en Iran, il y a aussi très rapidement la première grande guerre sunnite-chiite entre l'Iran de Khomeini et l'Irak de Saddam Hussein, qui fera 1 500 000 morts. Un massacre terrifiant. Et l'Iran, qui avant était le chouchou de l'Amérique, devient l'ennemi de l'Occident. On se met à livrer des armes à Saddam Hussein pour combattre le péril qui apparaît comme le péril numéro 1, qui est l'Iran. Entre-temps, la gauche arrive au pouvoir en France. 1981. Il se passe plusieurs choses en 1981. L'armée israélienne détruit le réacteur de Saddam Hussein aux Irak, et puis Anwar al-Sadat est assassiné au Caire par des islamistes. Mais il se passe simultanément autre chose. Et c'est sur la scène française et sur la scène européenne. En 1980, en octobre 1980, une bombe explose devant la synagogue de la rue Copernic. Premier élément. À l'époque, en 1980, il y a, depuis que la gauche est arrivée au pouvoir, on a pu remarquer dans la presse, dans les magazines, dans le Figaro magazine en particulier, la montée d'un certain nombre de discours inégalitaires, un projet biopolitique, c'est ce qui s'appelle la nouvelle droite, animé par des clubs de pensée, des sociétés de pensée, le Grèce, Nouvelle École, qui développent et qui valorisent des discours qu'on pensait périmés et qui vont farfouiller d'une part dans les mythes européens, les légendes celtiques, les mythes allemands, pour valoriser d'une part l'idée de race, mais en la formulant différemment, et puis, dans le sillage de la nouvelle droite, une autre idée. Une autre idée qui est la suivante et qui sera un titre du Figaro magazine: il y a Holocauste et les holocaustes. Car depuis 1977, un illustre inconnu se manifeste dans les médias d'une manière tout à fait obsessionnelle. C'est un professeur de littérature, il s'appelle Robert Faurisson, et il prétend, en fonction de ses recherches, que les chambres à gaz n'ont pas existé. Et en 1977, le journal Le Monde publie sur une page entière, la moitié haute, c'est Robert Faurisson, les chambres à gaz n'ont pas existé, et la moitié basse, c'est Georges Wellers, l'historien de la déportation, qui écrit « Les chambres à gaz ont existé ». En 1977. Auparavant, il y aura eu dans l'Express une interview de M. Darquier de Pellepoix,
ancien commissaire aux affaires juives, qui dit « À Auschwitz, on n'a gazé que les poux ». Alors, voilà que cette irruption sur la scène de la recherche historique d'une part, mais sur la scène idéologique d'autre part, l'idée que, tiens, cette vérité historique officielle, qui est une vérité, parce qu'elle est officielle, eh bien peut-être qu'elle serait fausse, cette vérité. Il est interdit d'interdire. Les fruits du « il est interdit d'interdire », on les récolte en 1980. La vérité historique n'est plus une affaire de « c'est vrai ou c'est faux », la vérité historique devient une affaire d'opinion. Et au micro de Yvan Levaille, en décembre 1980, Robert Faurisson fait la déclaration suivante que je vous donne de mémoire. Les prétendues chambres à gaz et le prétendu génocide des Juifs ne forment qu'un seul et même mensonge, qu'une seule et même escroquerie politico-financière dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier, et dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international. Tout est dit dans cette phrase. De 60 mots, 80 mots, je ne sais plus ce qu'il raconte. Et Yvan Levaille ne sait pas quoi dire. Comme tout paranoïaque bien construit, Faurisson tient un discours d'une robustesse imparable. Je ne suis pas antisémite, dit Faurisson. J'ai mesuré, je suis allé à Auschwitz et j'ai mesuré les chambres à gaz. Toute cette histoire ne tient pas debout. Elle a été inventée de toutes pièces. Par qui ? Par les Juifs. Les Juifs sont les rois des escrocs, c'est bien connu. Et puisqu'ils sont les rois des escrocs, ils sont allés inventer jusqu'à l'escroquerie, la plus grande escroquerie de l'histoire des escroqueries, l'histoire de leur mise à mort pour mieux escroquer les Allemands, et avec l'argent escroqué aux Allemands, ils vont voler la terre aux Palestiniens. C'est QFD. Et voilà que pendant... Et voilà que ça va faire un débat considérable. Le journal a disparu à l'époque. Le quotidien de Paris va faire son miel de l'affaire Faurisson. Il y aura, j'avais conservé des archives, mais vous en avez 1 mètre cube de journaux sur est-ce que c'est vrai, liberté d'expression, opinion, je ne sais pas quoi. Tout y est dans cette histoire. Mais s'infiltre l'idée que peut-être que c'est faux, la Shoah. Le mot n'est pas encore sur le marché du vocabulaire. Il faudra attendre 1985, la sortie de Shoah, de Claude Lanzmann, pour que le mot Shoah fasse partie du discours commun. Mais ce qui est important, c'est l'idée, c'est une opinion comme une autre. Et le paradoxe sera le suivant, c'est que si on pouvait penser que des anciens nazis allaient soutenir Faurisson, eh bien il n'y a pas que des nazis. Il y a des gauchistes. Le frère de Daniel Cohn-Bendit, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Noam Chomsky, l'apôtre de l'anti-impérialisme américain, vont dire « il a le droit de dire ce qu'il dit ». Pourquoi pas ? Peut-être que. Discutons-en. Ceci va peser très lourd. Voilà que le statut du signe juif, qui était dans la catégorie du bien, parce qu'il était victime, il est devenu vainqueur, donc c'est pas très bien qu'il soit vainqueur. Et puis voilà qu'il est devenu non seulement vainqueur, mais il a mené une vilaine guerre au Liban en 1982. Et puis voilà aussi que les chambres à gaz, qui étaient que les Juifs portaient en bandoulière, eh bien peut-être que ça ne serait pas vrai. Alors j'accélère, parce que les choses vont à la fois s'apaiser dans un premier temps, dans le lien au signe juif, et se recrisper un peu plus tard. J'ai donc fait état
en 1982, au moment de la première guerre du Liban, de ces discours lus dans Témoignages chrétiens, mais ça n'est pas que dans Témoignages chrétiens, c'est Israël est cloué au pilori pour cette vilaine guerre, et grosso modo, Sharon, le général Sharon, dont la phonétique du nom évoque le métro Sharon, c'est tout dire, 1962, donc les ratonnades, Sharon et les Palestiniens deviennent les Algériens, bref, les Palestiniens sont les héros, la cause palestinienne est la juste cause, et Israël n'est pas en odeur de sainteté. Mais il y aura les accords d'Oslo, et les accords d'Oslo vont changer un peu la donne et rééquilibrer les choses. Peut-être qu'une paix possible va s'établir. Mais hélas, Yitzhak Rabin est assassiné en 1995. Par ailleurs, en 1997, en France, il y aura la déclaration de repentance des évêques de France sur la responsabilité de l'Église, ou le silence de l'Église par rapport à la Shoah, ainsi que la déclaration du président Chirac en 1995 sur la responsabilité de la France, ce que ni De Gaulle ni Mitterrand n'avaient accepté dans le malheur fait aux Juifs pendant la Shoah. J'accélère. Seconde intifada dans les territoires, l'an 2000. Révolte palestinienne armée, les accords d'Oslo ont été oubliés, répression, des morts, des dizaines de morts, des centaines de morts du côté palestinien, des dizaines de morts du côté israélien, des bombes, des voitures piégées, et il y aura, et on va... Je peux continuer jusqu'à quelle heure? 7 heures. Bon. Il y a une image, d'accord. Il y a une image symbolique qui est la fameuse image du petit garçon palestinien, Mohamed Al-Doura, mort, supposé mort, déclaré comme mort dans les bras de son père. Et Catherine Ney, éditorialiste à Europe numéro 1, dira la chose suivante, c'est que cette image de ce petit garçon palestinien tué dans les bras de son père efface, annule, remplace la célèbre image du petit juif qui est dans tous les manuels d'histoire, qui est en culotte courte avec une casquette et qui a les mains levées et qui est tenu en joue par un SS. Si le petit palestinien remplace le petit juif, qui est le SS désormais? La réponse n'est pas dite, mais elle fonctionne dans l'imaginaire de chacun. 2001, à l'ONU, à Durban, en Afrique du Sud, il y a une conférence pour réfléchir sur ce qu'est, pour faire le point sur le racisme et l'antisémitisme, pour faire le point sur le racisme. Et le seul racisme, le seul et unique racisme qui est pointé serait, je le mets au conditionnel, celui de l'État d'Israël. Il n'y a pas d'autres pays racistes, il n'y a pas d'autres... Excusez-moi, j'ai eu un oubli majeur. En 1975, il y a déjà eu une motion de l'ONU assimilant le sionisme au racisme, votée par l'ensemble des pays arabes et des pays de l'Est, et abrogée en 1991. Mais là, en 2001, c'est de nouveau une conférence de l'ONU qui dénonce le racisme au cri de mort aux Juifs. Puisque le sionisme et l'État d'Israël sont dénoncés comme des États racistes, que le sionisme est dénoncé de nouveau comme un mouvement raciste et que l'État d'Israël est dénoncé comme un État raciste, mais on ne dit plus cette fois-ci mort aux Juifs au nom de la haine des Juifs. On dit mort aux Juifs au nom de l'antiracisme,
au nom de l'émancipation du genre humain. On dit explicitement mort aux Juifs. Il y a d'ailleurs des tracts qui circulent à Durban qui glorifient Hitler, mais on glorifie Hitler au nom de la lutte des peuples pour leur dignité. C'est ça la grande nouveauté. L'antisionisme prend le relais de l'antisémitisme d'une manière explicite et sans phare. C'est donc au nom de l'antiracisme que s'exprime la haine des Juifs en 2001. 4 jours après la fin de la conférence, il y a des avions qui percutent les tours du World Trade Center et on sait que c'était aussi au nom d'Allah que le premier attentat de l'islamisme combattant, symboliquement majeur, on peut dire que la guerre déclarée aux chrétiens, aux juifs, aux croisés et aux mécréants, si elle devait avoir une date symbolique, ce serait le 11 septembre 2001. Je continue très vite sur la France. Il y aura après l'assassinat d'Ilan Halimi en 2006, puis les crimes de Mohamed Merah en 2012, puis les attentats en 2014 et 2015, l'attentat du musée juif de Bruxelles, etc. Et naturellement, tous les effets des campagnes de Dieudonné, le célèbre comique, et de son ami d'extrême droite Alain Soral, qui est passé par la case Parti communiste avant d'être d'extrême droite. Voilà un ensemble de phénomènes stupéfiants, extraordinaires. Et j'aurais aimé prendre le temps, en tout cas, de définir quelques concepts. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? Qu'est-ce que c'est que l'antisionisme? Je vais les définir par ce à quoi ils s'opposent. Le racisme, d'une manière vulgaire ou d'une manière entre guillemets scientifique, c'est une attitude, un choix, une pensée qui classifie dans le genre humain et qui considère qu'au nom d'un patrimoine génétique, au nom de qualités biologiques, les espèces humaines sont inégales et ne sont pas de même valeur, n'ont pas les mêmes potentialités. L'antisémitisme, on va dire que c'est un racisme spécifique qui s'adresse, dont la cible est bien évidemment les Juifs. La différence est dans le mode de fonctionnement. Je reprends une citation de Vladimir Jankélévitch. Le racisme, c'est le rejet de celui qui est visiblement différent, alors que l'antisémitisme, c'est le rejet de celui qui est invisible et qui est au contraire ressemblant. Et c'est pour cela que les Juifs allemands, qui ressemblaient à n'importe quel Allemand, devaient être stigmatisés par le port d'une étoile jaune, et ainsi de suite. Ceux qui avaient déjà été entamés par le port de la rouelle, de la crécelle au Moyen-Âge, et ainsi de suite. L'antisionisme. L'antisionisme, c'est le rejet du droit du peuple juif à se considérer comme peuple et, en tant que peuple, à exiger pour lui-même le droit d'avoir un État. Oui, mais qu'est-ce qu'un peuple? Peut-être que les Juifs ne sont pas un peuple, et que ce serait uniquement une qualité, un attribut religieux. Alors qu'est-ce qui fonde un peuple? Si vous prenez la définition du mot peuple, je vais la réduire à « sont un peuple tous ceux qui se reconnaissent en lui ». Quels sont les ingrédients du mot peuple? Une histoire commune, un imaginaire commun, des légendes communes, des mythes communs, une langue commune, un alphabet commun. L'alphabet hébraïque est l'alphabet d'une seule langue, l'hébreu. Il n'y a pas beaucoup d'alphabets. Il n'y a pas beaucoup d'alphabets qui soient l'alphabet d'une seule langue à la surface du globe. Je crois qu'il y en a
une 25, 30. Les Tibétains ont un alphabet. L'alphabet de la langue tibétaine. L'alphabet latin est commun aux Espagnols, aux Français, aux Anglais. Bon. Donc tous ces ingrédients qui constituent l'idée d'un peuple sont qualifiables pour l'idée du peuple juif. Si on dénie, comme le fait M. Shlomo Sand, en disant comment le peuple juif fut inventé, si on dénie aux juifs la qualité de peuple, alors bien évidemment, s'il n'y a pas de peuple juif, eh bien, la revendication du droit à un État pour ce peuple juif n'a pas lieu d'être. Mais je pense que M. Shlomo Sand n'est pas au mieux de ses pensées, qu'il règle d'autres comptes. J'arrête. Bon, on va reprendre la discussion si vous voulez bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Tanero. C'était extrêmement riche. Donc, je vous présente rapidement Rita Armandello. Elle est historienne. Elle est au Centre d'études interdisciplinaires de faits religieux et à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a travaillé pendant des années, continue sur la pluralité religieuse comme objet d'histoire. Elle a publié plusieurs livres et plusieurs ouvrages aussi qui font des chapitres des livres, notamment, je crois que pour cette séance ce soir, Chrétiens et Juifs, ni les mêmes, ni tout à fait autres. C'était une publication de 2008, La religion de l'autre, la pluralité religieuse entre concurrence et reconnaissance. Et aussi, je crois, un petit chapitre dans le dictionnaire des droits de l'homme, l'antisémitisme. Mais vous trouvez très facilement les autres publications sur Internet, comme aussi M. Tanero, on trouve même sur Wikipédia. J'ai trouvé que vous êtes sur Wikipédia. Donc tout le monde peut maintenant facilement trouver les sources. La parole est à vous. Merci beaucoup, Gunther. Alors évidemment, comme historienne, je suis très sensible à la mise en récit que vous avez faite et à la contextualisation que vous nous avez apportée, qui je crois effectivement est un élément de compréhension fondamental, où on voit comment les différents éléments d'un contexte, qui peut être un contexte national, international, un contexte à proprement parler géopolitique, ont déterminé toute une suite d'étapes dans cette évolution. Et moi, ce qui me frappe vraiment beaucoup, c'est ce que vous montrez très bien, le basculement. C'est-à-dire que ça ne part pas du tout de rien, ça part de quelque chose qui est de très fort, qui est l'après-guerre, l'après-Shoah, et ça se transforme, ça bascule complètement. Le renversement est très impressionnant dans ce que vous avez montré. Alors, je vais être très brève parce que je pense que beaucoup d'entre vous, on a passé en revue tellement de moments que beaucoup d'entre vous doivent avoir des questions. Alors, moi d'abord, j'aurais une question sur cette expression qui est un petit peu mystérieuse pour moi de signe juif que vous employez. J'aurais voulu que vous l'éclairiez un peu si vous pouvez. Et il y a une chose aussi qui me frappe beaucoup, c'est à quel point, en fait, ce récit que vous décrivez, c'est un récit où vous avez dessiné les colonnes du mal et du bien. C'est un récit qui s'organise autour d'une vision qui n'est pas une vision simplement politique, géopolitique. C'est une vision morale. Et alors ça, sur ce point-là, qui me paraît vraiment, vraiment fondamental dans ce que vous dites, j'aurais voulu savoir si vous pensez qu'il y a une spécificité du contexte français. Et si on pourrait la relier à certains éléments, et notamment au caractère, à l'imprégnation chrétienne et catholique de la culture française. Alors ça, c'était une question un peu générale. Alors j'avais aussi une ou deux autres questions un petit peu plus spécifiques.
quand vous parlez du moment Forisson. Alors moi je suis assez intriguée, enfin étonnée même, je dois dire surprise un peu, par la façon, mais je trouve ça intéressant, la façon dont vous reliez le moment Forisson à mai 68 et à l'interdit d'interdire. Mais je me demande s'il ne faudrait pas rajouter aussi dans le moment Forisson la question du dévoilement et de la théorie du complot, qui sont tellement présentes à l'heure actuelle. Et moi j'ai l'impression que là, dans le moment Forisson, il y a l'amorce de quelque chose qui est tellement présent. Et un autre point aussi, ce qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est du côté du bien, les références que vous avez faites à des livres et à la réception qui est faite à ces livres, et notamment à l'émission de Pierre Desgroupes, qui est vraiment, bon, pour ceux qui s'en souviennent, quelque chose qui était fondamental dans la façon dont pour Charles Barth. Pour Charles Barth. Notamment. Mais pour d'autres aussi, pour l'auteur de Treblinka notamment. C'était un élément fondamental de la façon dont l'opinion se dessinait. Et ce qui m'a frappé, c'est le décrochement avec l'image du petit garçon. Et le passage d'un moment où l'opinion se construisait sur des livres, et le passage à un moment où l'opinion commence à se construire sur des images, sur une culture de l'image, sur une immédiateté, et une immédiateté au niveau de la globalisation mondiale. Bon, alors après, il y aurait d'autres questions, notamment il y a une question moi, qui me taraude, c'est la façon dont il faut parler de l'antisionisme à l'heure actuelle, et est-ce que nous voyons toutes les positions antisionistes comme des positions antisémites, ou comme nous sommes dans un moment où nous sommes dans un moment où le discours qui critique l'antisémitisme est un discours qui est vraiment sous contrôle, sous menace, je dirais. Et le moindre faux pas, la moindre exagération discrédite l'ensemble du discours. Donc, comment fait-on pour faire un partage dans les antisionismes, pour ne pas sombrer dans quelque chose qui peut à nouveau se retourner contre ceux qui essayent de parler de l'antisémitisme et de le signaler. Bon, ça fait beaucoup. D'accord. Sur Forisson, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le premier grand moment mais très probablement aidé par les vérités officielles ne sont pas vraies parce qu'elles sont officielles. Donc le scepticisme radical, et que le scepticisme radical est lui-même le produit on met tabula rasa, on jette toutes les vérités et on suppose qu'elles sont fausses et qu'elles sont le produit d'un... Mais effectivement, il est le père fondateur de la critique des réalités et l'idée du complot, de la conjuration, je ne sais pas quoi. C'est une vérité fausse qui a été construite. Oui, toutes les vérités fausses ne sont pas construites, celle-là, elle a été. Bien sûr. Mais il s'inscrit dans le droit fil des protocoles des sages de Sion que Taguieff a particulièrement bien étudié. Mais il reprend ce fil-là. Bien sûr, c'est une conjuration, et comme les Juifs, déjà dans les protocoles des sages de Sion, étaient les plus intelligents des escrocs et des manipulateurs, ceux qui tirent dans l'ombre les ficelles du monde, il n'est pas étonnant qu'on les retrouve ayant inventé la plus belle escroquerie de l'histoire des escroqueries. Donc ça s'inscrit parfaitement dans le complotisme et la folie douce. Dans les années 80, Forisson émerge en 1980. N'oubliez pas qu'il y a un feuilleton à la télévision qui s'appelle... L'américain, non. Non. Oui, qui est un feuilleton américain, un peu surnaturel. Non, pas Holocauste. Twin Peaks ? C'est Twin Peaks ? Non, parce qu'il vient immédiatement, et si le vrai n'était pas le vrai. Comment ça s'appelait ? Un truc, il y a une enquête, il y a un garçon et une fille. Les enquêtes. X-Files. X-Files, le slogan de X-Files, c'est « Le vrai n'est peut-être pas ce que vous voyez. Le vrai est caché derrière ce que l'on voit. » Donc, c'est évident.
Sur l'image et le texte, le changement de référent culturel qui fait que vous avez tout à fait raison, c'est le Schwarzbart, c'est du texte, et Mohamed Al-Doura, c'est de l'image. Bon. Le signe juif, écoutez, c'est un concept tout à fait mal fagoté, je ne sais pas si c'est un vrai concept, je n'ai pas trouvé de meilleur, c'est pas de moi, c'est de Shmuel Trigano, j'ai pas trouvé de meilleure définition conceptuelle de ce que je veux dire. C'est cet ensemble qui réunit à la fois le judaïsme comme spiritualité, l'histoire juive, les choses juives, et l'État d'Israël, sa politique, ainsi de suite. Voilà, tout ce qui touche aux choses, je peux dire, l'imaginaire du mot juif. N'oublions pas que M. Alain Badiou, célèbre philosophe émérite à l'École normale supérieure, a écrit un bouquin qui s'appelle Portée du mot juif, qui est sorti il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, où le mot juif ne peut pas être un substantif. Le mot juif n'existe pas. Le mot juif ne peut rien dire. Le mot juif ne peut être perçu et entendu que comme un qualificatif supplémentaire. Mais le mot juif est vide de contenu. Et en ce sens, le travail de Badiou est tout à fait complémentaire avec celui de Shlomo Zand. Si la singularité du mot juif désigne quelque chose qui n'existe pas, alors comment voulez-vous que ce quelque chose qui n'existe pas, s'il vous le mettez au pluriel pour construire un peuple, le peuple existe encore moins. Donc le signe juif, pour moi, c'est tout ce qui renvoie à l'imaginaire qui enveloppe ce mot. Voilà, c'est du bricolage, mais je n'ai pas trouvé mieux. Merci. Voilà. Donc, on peut peut-être prendre 2 questions à la suite, et je vous prie de poser des vraies questions. Vous pouvez bien sûr avoir votre statement, mais soyez bref, s'il vous plaît, et poser une vraie question aussi. Je vais mettre le signe d'interrogation à la fin, mais j'avoue que ce n'est pas une question, mais c'est important. Je vous propose, je vous demande, si vous pouvez être d'accord avec moi, je suis l'auteur d'un livre sur l'affaire Al-Doura, que ce n'est pas une guerre d'image, c'est une guerre de récit, parce que l'image est vide de toute qualité dramatique, alors que l'image du garçon... Madame ne portait pas, c'était sur l'image du petit garçon dans le ghetto de Varsovie. Oui, mais cette image... Mais aussi, c'était sur la correspondance des images. Oui. Je voudrais juste signaler que c'est le récit qui fait que les gens pensent qu'ils ont vu quelque chose, mais que l'image est totalement vide de qualité dramatique, alors que l'image en question. C'est pour ça que je dis que c'est une guerre de récit, parce que c'est ce qu'on avait dit au sujet, c'est dire que c'est le blood libel qui revient et qui ouvre la voie à cette persécution de Juifs. Mais bon, interrogation, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la question. Merci, Nibra. Voilà, une autre Oui, question. moi je suis aussi historienne comme madame, et il se trouve que j'ai passé plusieurs années à travailler sur... Je suis spécialiste du catholicisme français contemporain. Alors donc, j'ai travaillé sur la manière dont les catholiques voyaient Israël. Alors, d'une part, je voulais dire que quand on a parlé tout à l'heure du contexte catholique, vous auriez dû évoquer, M. Tarbero, le Concile Vatican II. Oui. Parce qu'il y a un texte qui est majeur et qui a produit dans les milieux catholiques, et pas seulement français bien sûr, une évolution qui se poursuit et qui est considérable. Vous avez raison. Qui va dans le sens que vous souhaitez, bien sûr. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est de dire que quand vous avez parlé tout à l'heure de 1970, il y a aussi autre chose en 1970. Il y a la première conférence mondiale des chrétiens pour la Palestine, avec 120 pays qui se réunissent à Beyrouth. Et c'est la conséquence de la guerre de 1967. C'est la conséquence de ce grand tournant, tout le monde le sait bien.
et de l'occupation des territoires palestiniens. Parce que soudain, pour les catholiques, et pour les catholiques français, puisque c'est ce que j'ai étudié, la vision d'Israël change. Israël est devenu conquérant. Et Israël est devenu un occupant, avec tous les inconvénients attachés à cela. Et ces chrétiens, parce que ce n'étaient pas uniquement des catholiques antisionistes, ne sont pas des terroristes, bien entendu. Ce sont des gens sur la scène publique. C'est d'ailleurs à ce moment-là, en 1967, que les témoignages chrétiens s'intéressent au problème palestinien. Ils ne s'y intéressaient pas avant. C'est quand même aussi intéressant de voir que c'est vraiment là le tournant. Et la question Et la question, c'est de vous dire que la repentance des évêques de France, c'est pas la repentance des évêques de France, j'ai bien étudié la question, c'est la repentance des évêques qui ont eu un camp accueillant des juifs en France pendant la guerre. Ce qui est fort important de mettre comme différence. Parce qu'à la conférence de tous les évêques français, il y avait des réticences considérables sur le fait d'une repentance pour des événements pour lesquels ils n'étaient pas, eux, directement concernés. Ce n'est pas tout à fait une question, je m'en excuse. Je n'ai pas entendu la Bon. question. Est-ce que vous voulez faire un commentaire ou, Non, je suis d'accord avec vous, madame, que j'aurais dû parler de Vatican II. C'est effectivement un moment très important dans le regard porté par l'Église sur le fait juif, la relation du christianisme au judaïsme, c'est évident. N'oubliez pas aussi, pardon, alors je fais un ajout, il y a eu aussi l'affaire du Carmel d'Auschwitz dans les relations judéo-chrétiennes qui ont été une pierre extrêmement importante et qui finalement s'est bien réglée au bout du compte. Voilà. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. bon, si on fait des commentaires, je peux faire un commentaire très bref aussi. Monsieur Badiou, et c'est pas la première fois qu'on invoque dans cette série de séminaires, c'est pas pour rien. Et aussi l'affaire Adoura, c'est aussi pas la première fois qu'on discute, et je crois que on doit en parler encore plus. Moi, je Et serais très suis très intéressée content par que le vous livre. ayez écrit ce livre. C'est très intéressant que vous ayez travaillé dessus. J'espère que, je ne sais pas si on peut le faire circuler, si vous voulez. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires, au moins avec une question à la fin? Martine, elle va poser Alors, une question, Martine. c'est sûr. Et, Je reviens sur le terme de signe juif. J'ai l'impression que, un peu comme il est trop employé comme global, comme ça, et peut-être que, de même que Badiou interdirait au mot juif d'être un substantif, l'expression signe juif, qui réunirait tout ce qui renvoie à l'imaginaire autour du mot juif, est trop global et trop, comment dire ça, est trop loin, même aussi du réel, j'ai envie de dire ça comme ça, de ce qui se passe, pas seulement en France, mais aussi au Moyen-Orient, etc. Et je trouve que c'est enfermé, que de dire, de parler de dichotomie bien mal, signe juif, c'est enfermer à nouveau les juifs dans une abstraction et oublier qu'ils sont des sujets qui peuvent agir de toutes sortes de manières. Et donc, moi je suis un peu contre l'usage de cette expression. Soit, mais j'ai pas trouvé mieux. Qu'est-ce que tu as trouvé de mieux? Je ne dis pas ça comme ça, je fais un récit d'une autre manière. L'image des juifs, elle est ceci. D'accord. La réalité des juifs, elle est cela. Pareil pour Israël, l'image, la réalité, il s'est passé ceci. Et je rejoindrai un peu du coup la question de Rita à laquelle tu n'as pas répondu. C'est toutes les opinions antisionistes sont antisémites. Je vais y répondre. Je m'excuse, je reviens sur ce qui m'importe à moi personnellement. Voilà, je veux dire,
toutes les opinions antisionistes, on pourrait dire toutes les opinions anti-israéliennes, sont-elles antisémites? Très bien, je réponds à ça, c'est très important. De répondre à ça. Bien évidemment, toutes les opinions anti-israéliennes ne sont pas antisémites, bien évidemment. On peut critiquer le droit, on peut critiquer, on est en droit de critiquer la pratique politique du gouvernement de l'État d'Israël. Mais si le sionisme est considéré comme le mouvement historique constitutif de l'État d'Israël, dire que l'on est contre le sionisme consisterait à dire qu'il y a une illégitimité du droit de cet État à exister. Et pourquoi serait-elle illégitime? Parce que le peuple juif n'existerait pas. C'est un machin à tiroir. Ce sont des poupées russes, cette affaire. On ne peut parler, commenter l'antisionisme que ce par quoi il s'oppose. Si on dit le peuple juif n'existe pas, donc le mouvement d'émancipation nationale, le sionisme, s'il n'existe pas, alors il est bidon, c'est artificiel, il ne correspond à rien. Mais si on considère que le peuple juif existe dans son originalité, peuple dispersé, qui, à un moment, vise à un projet de réunion nationale pour se reconstruire en tant que nation sur un territoire donné qui correspond à son histoire. Alors là, je pense qu'il y a une légitimité. Et dénier spécifiquement cette légitimité, de par cette singularité, eh bien, il y a une discrimination qui m'apparaît extrêmement suspecte. Mais permettez-moi de vous lire une phrase de Yankelevitch à propos de antisémitisme, antisionisme. C'est tiré de quelque part dans l'inachevé. C'est des entretiens avec Béatrice Berlowitz. L'antisionisme est la trouvaille miraculeuse, l'aubaine providentielle qui réconcilie la gauche anti-impérialiste et la droite antisémite. L'antisionisme donne la permission d'être démocratiquement antisémite. Qui dit mieux? Il est désormais possible de haïr les juifs au nom du progressisme. Il y a de quoi avoir le vertige. Ce renversement bienvenu, cette introuvable inversion, ne peuvent qu'enfermer Israël dans une nouvelle solitude. Car le fait que la droite ait toujours haï et persécuté les juifs est une chose normale et presque rassurante, puisqu'elle est, en quelque sorte, née pour cela. C'est sa vocation et sa profession. Tout est donc dans l'ordre. Mais avoir perdu l'appui de la gauche, cela ressemble à un châtiment métaphysique. Oui, elle est très difficile à porter, cette ironie cruelle du renversement, devoir mendier appui et alliance auprès de ceux qui ont toujours détesté les Juifs et qui aujourd'hui trouvent un avantage tactique à soutenir Israël. Voilà l'ironie tragique par excellence. Pourquoi fallait-il qu'elle fût réservée aux survivants d'Auschwitz? Pardon. On va prendre 3 questions à la suite, messieurs. J'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur Forisson, parce que j'ai une petite expérience personnelle avec ce personnage que je n'ai jamais raconté. C'est pour moi l'occasion, peut-être la seule et l'unique, de dire que lorsque j'étais il y a une quarantaine d'années, donc au milieu des années 70, ma mémoire me fait défaut pour cela, j'étais conservateur de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, et brusquement un jour, j'y étais pas tous les jours, j'étais un mouvement de liberté lorsque les fonctions administratives le permettaient, donc par hasard, il a téléphoné un jour où j'étais là, et il m'a dit, en gros, n'est-ce pas, vous êtes d'accord, les chambres à gaz n'ont jamais existé. J'ai été, je ne veux pas dire terrifié, mais le sentiment que j'ai eu a été... D'abord, oui, j'ai été épouvanté, et ensuite, j'ai pas su quoi lui répondre, parce que je me suis dit, on se méfie du téléphone, est-ce que c'est un mauvais plaisant, est-ce que c'est vraiment lui? Il avait une petite voix chevrotante, et je lui ai répondu, je ne sais pas si c'était la chose la plus intelligente, je m'en tiens à ce qu'a déclaré Heuss au procès d'Auschwitz. Bon. Voilà. Alors, maintenant, je viens à ma question. Vous y avez un peu répondu avec la citation que vous venez de lire, mais quand même, à travers
les étapes que vous avez très correctement énumérées sur la progression de cette transformation de l'antisémitisme en anti-israélisme ou sionisme, il y a quand même des persistantes, si j'ose dire. Il y a quand même le Front National, Le Pen. Moi, j'ai le souvenir quand même, dans les années 60, 70, des inscriptions dans le métro, mort aux Juifs, etc. À une époque où Israël, d'après ce que vous dites, était parfaitement sinon respecté, admiré, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même, à travers tout ce que vous nous avez expliqué, ou tout au moins je vous demande, peut-être c'est là que mettait ma question, est-ce que vous ne pensez pas que l'extrême droite, en particulier Le Pen et ses excès, n'ont pas eu également une influence négative ou positive sur ce que vous nous avez expliqué? Bien sûr. On va prendre encore deux à la suite. Madame, vous voulez aussi? Vous avez levé la main? Non, d'accord. Stephen, et après vous. D'accord, bon, j'essaierai d'aller très vite. Puisque je réfléchis en historien également, il y avait deux omissions, je crois, importantes à intégrer dans le récit de Jacques Carneiro à propos de l'antisémitisme et ses mutations que tu as retracées. D'une part, la migration de l'antisémitisme d'origine occidentale européenne dans le Moyen-Orient, dans la société arabe et dans le monde de l'islam au sens plus large. Je note de façon télégraphique, il y a ce qui a été occulté ou pas vu par les âmes progressistes propres palestiniennes, c'est-à-dire le passé de Rajamin el-Husseini, le moufti de Jérusalem, qui est allé chercher l'Allemagne nazie en vue d'une alliance, les recherches récentes d'historiens comme Jeffrey Herf, Matthias Kunzel et quelques autres, justement, sur, d'une part, l'antisémitisme d'abord d'origine française, c'est l'un des plus réussis exports français au Moyen-Orient, à l'époque des années 1880 et par la suite, le relais pris par l'Allemagne nazie, et puis, autre vecteur et courant majeur, l'hostilité d'origine marxiste à l'existence nationale juive au sens plus large. Ça inclut le sionisme, mais également le bundisme et assimilé. Et évidemment, le rôle majeur de l'Union soviétique et le mouvement communiste sur le plan international. À propos de la citation de Jean Kelevitch et la distinction qu'il opère entre racisme et antisémitisme, je pense que c'est en partie importante contestable. On n'a pas le temps de développer ici, mais l'antisémitisme n'est pas une sous-catégorie du racisme. On peut le démontrer. Le choix du terme antisémitisme, qui apparemment précède un peu Wilhelm Marr, mais qui est popularisé par Marr et par la suite pour distinguer leur idéologie de la haine des Juifs au Moyen-Âge d'origine chrétienne, est un discours justement qui vient se greffer et repenser et articuler en d'autres termes laïques une haine préexistante. Et si on pense par exemple à quelqu'un qui avait vraiment la haine des Juifs comme Guido von List, le terme race ne figure pas dans ses écrits.
Donc, je pense que là, il y a une clarification à la fois terminologique et conceptuelle et historique à faire. Sur le signe juif, j'ai bien peur que ça fait le jeu de gens qui ne sont pas tatastotés. Ça, paradoxalement, ça joue en même temps la réification et l'abstraction. Il vaut mieux, à mon sens, essayer de réfléchir en termes de perception des choses juives et des juifs, ce qui le sort justement de la catégorie du substantif et met l'accent sur le processus, et surtout le processus de perception et de cognition, la manière de penser un objet. Une dernière chose, pardonnez-moi, à propos de l'antisionisme. J'ai moins aimé ta manière de commencer ton explication, j'ai mieux aimé la suite. L'antisionisme, au mieux, s'apparente aux préjugés de la même famille que les sentiments et attitudes anti-françaises, anti-américaines, c'est-à-dire cette globalisation qui passe nécessairement par des stéréotypes. Je trouve que là, on est dans un domaine contestable et répréhensible. D'où mon accord avec la fin de ton explication. S'opposer aux projets, aux entreprises collectives majeures d'un peuple, n'est-ce pas, situe le propos dans le domaine du préjugé qui, avec une frontière tout à fait perméable vers des haines plus avérées et traditionnelles. Les sémites-là sont prêts à l'emploi pour qui se met sur cette voie. Et je pense que, toute dernière remarque, dernière phrase vraiment, il vaut mieux, je crois, réfléchir sur les gradations et la manière dont les passages se font pour entrer dans ce genre de pensée et en se mettant sur la glissade vers justement ce qu'on appelle, je n'aime pas le terme, l'antisémitisme, et il vaut mieux penser en termes de Judenhass et ses variantes. Pardonnez-moi, j'ai été trop long. La dernière question. Oui, alors, pour répondre à de l'immigration, est-ce que c'est pas Jean-François Poncet, ministre des Affaires étrangères, qui a parlé de l'abus d'Israël sur l'espace de l'Ouganda au moment de l'intervention? Ça, c'est une question que je vous pose. Ce n'est pas... Ouais, c'est un peu ça. Ça, c'est une première chose. Vous avez parlé aussi de 68, mais vous avez ignoré le côté un peu libertaire, bon enfant, avec les déviations qui ont suivi. Yoshka Fischer a été un peu dans ce moment de rêve, et puis après il s'est réveillé. Bon, il est tombé dans l'écologie. C'est pas ça qui va sauver beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est mieux. La troisième chose aussi que je voulais vous dire, c'est au sujet de Catherine Ney, qui était, avec son dérapage, son alter ego qui sévit toujours sur Antenne 2 à l'origine de l'affaire Algora, la procédure continue, mais qu'est-elle devenue? Qu'a-t-il eu à la suite de ce dérapage de sa part dans les médias, dans la confrérie des journalistes? Il y a une notion de probité intellectuelle et d'honnêteté intellectuelle. Y a-t-il eu un mouvement quelconque en ce sens? Rien. Qu'est-elle devenue? Elle a continué d'évoluer dans l'organigramme, et donc elle va être à la direction d'Antenne 2 bientôt? Peut-être? Je sais pas. Merci beaucoup pour toutes les questions et commentaires. Je trouvais ça extrêmement riche, mais vous avez le dernier mot. Bon.
avant l'apéritif. Bon, on a manqué de temps. Par exemple, il aurait fallu aussi parler dans la genèse de l'antisémitisme et anti-israélisme féroce et farouche, la responsabilité d'un Louis Massignon. C'est fondamental. C'est le Lorenz d'Arabie français, c'est Louis Massignon, et c'est à la fois une pensée inspirée par une vision religieuse du statut des Juifs en Palestine et en même temps un amour mystique de la cause arabo-musulmane. Tout ça joue aussi. De la même manière que Steve Uran l'a rappelé, il aurait fallu parler beaucoup plus du rôle de l'Union soviétique, du lien du mouvement communiste, d'une part soviétique et pas que soviétique, aux faits sionistes. Tout ça est bon, mais un personnage comme Garodi, par exemple, est un personnage essentiel. J'aurais dû en parler. Le basculement de l'antisémitisme hérité des catégories de l'Occident dans le monde arabe. Et là, je voulais vous lire très brièvement et très rapidement un texte absolument fondamental de la dimension, c'est dans Politique internationale, l'été 1982, et c'est une interview de Ahmed Ben Bella, le premier président de la République algérienne. Été 1982, Politique internationale. Donc c'est sur l'irrédentisme absolu. Les Juifs n'ont pas le droit d'être en terre de Palestine. Et voilà ce qu'il dit. Et c'est une interview prémonitoire de Ben Bella a joué un rôle très important à la conférence de Durban du côté de l'OCI, Organisation de la conférence islamique, mais surtout il dit les choses suivantes qui sont qui permettent de comprendre le moment présent en particulier par rapport à l'islamisme. Quel est votre sentiment au sujet des accords de Camp David? Camp David n'est rien d'autre qu'un blocage total des... Quant à Sadat, il a donné un coup de poignard à la nation arabe. Sa politique allait à l'encontre de celle de Nasser. Et il continue, écoutez, au risque de vous choquer. Je vais vous dire quelque chose que l'on n'entend plus guère aujourd'hui. Jamais les Arabes n'accepteront le fait sioniste. Je suis un Arabe. Et la Palestine ne concerne pas seulement les Palestiniens, mais tous les Arabes. Même si les Palestiniens, sous la contrainte, finissent par adopter une quelconque solution, les Arabes n'accepteront jamais pour autant l'État d'Israël. Non, jamais le peuple arabe, le génie arabe ne toléreront l'État sioniste. Quelle doit être l'issue du conflit? Il termine par « il faut utiliser la bombe atomique pour détruire Israël ». Voilà. C'est la menace classique. On nous dit souvent « attention, les Israéliens possèdent l'arme nucléaire, ils feront tout sauter, ils ont le complexe de Masada ». Eh bien, je veux vous dire le fond de ma pensée. S'il n'y a pas d'autre solution, alors que cette guerre nucléaire ait lieu, et qu'on en finisse une fois pour toutes. Plutôt l'apocalypse nucléaire que le fait israélien, sans aucun doute. Toutefois, je ne crois pas à la guerre nucléaire. Ce que nous voulons, nous autres Arabes, c'est être. Or, nous ne pourrons être que si l'autre n'est pas. C'est un texte fondateur. Mai 68, oui, je suis d'accord. Mai 68, c'est beaucoup plus compliqué que uniquement... Oui, bien sûr. Je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Martin Cohen sur le mauvais terme conceptuel du signe juif. C'était pour permettre justement de globaliser, mais en globalisant, ça rend les choses indistinctes. Je pense qu'il faudrait le considérer cas par cas. C'est rentré dans la rhétorique de Badiou. Bien sûr. Oui. Ils enferment. Oui.
je ne cherchais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bien sûr, je n'ai pas parlé de Hajj Amin el-Husseini. Tu as tout à fait raison. Bon, ça faisait partie. Je vous conseille de lire Boualem Sansal, Le village de l'Allemand et tous les textes de Boualem Sansal. C'est la première fois que de l'intérieur du monde arabe et maghrébin, il y a un discours qui me révèle et qui montre, parce que tout ce qu'avait fait tous ceux qui ont révélé la part nazie de l'antisémitisme arabe ont été le fait d'historiens occidentaux, tandis que là, c'est la première fois qu'un romancier d'origine, de culture arabo-maghrébine, pointe la responsabilité nazie dans le mouvement national algérien d'une part et dans le mouvement national palestinien. Voilà. Je peux vous donner la date de Libé avec l'édito de Julie, championnat du monde numéro 1. C'est le lendemain de la libération des otages d'Entebbe. Donc c'est juin 1976 et l'édito est pathétiquement débile. Bon. Je sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Les discussions sur l'antisémitisme et l'antisionisme vont suivre, je suis sûr, dans les débats, dans les débats publics de toute façon, mais dans nos séminaires aussi, hélas. Et une pensée qui m'avait donné un jeune chercheur norvégien, il m'a dit l'antisionisme, même si ce n'est pas l'antisémitisme, mais l'antisionisme, si ça veut dire qu'on veut que l'État d'Israël n'existe plus, ça va donner quand même à des millions de morts juifs. Donc même si on ne veut pas dire que c'est antisémite, ça a des conséquences, l'antisionisme soi-même, horrible. Il y a un petit apéritif qui nous attend dans la salle de côté. Le mot de Alain Finkielkraut, c'est une défaite de la pensée. Surtout après avoir estimé en 1945 et 1948 cette phrase rituelle qui était « plus jamais ça », puisqu'on voit que le « ça » est sans cesse recommencé. Alors je vais limiter mon propos, parce que le sujet est immense, pour reprendre le titre du livre de Jean-Pierre Faye, Migration du récit sur le peuple juif, qui est sorti dans les années 70, je ne sais plus très bien, où il faisait des comparaisons des discours sur le peuple juif. Faye est un grand linguiste, qui est l'auteur, linguiste et philosophe, qui est l'auteur des discours totalitaires, qui a analysé très finement le discours nazi, et puis le discours communiste aussi. Et donc, je vais essayer de voir quelles ont été les variations, les constantes, les changements, les métamorphoses, chronologiquement d'abord, et puis de la fin de la guerre, de 1945 à nos jours, donc exposé chronologique qui mettra en valeur ces changements. Et deuxièmement, essayer de conceptualiser tout cela, comment définir ces mots que vous avez employés, antisémitisme, racisme, antisionisme, comment les différencier, comment les penser. Le titre de l'exposé, c'était donc de la compassion pour les Juifs victimes, 1945. On découvre l'horreur des camps, on découvre le sort spécifique réservé aux Juifs par les nazis, et la compassion est de mise. Même si le récit de la Shoah, de ce qui n'est pas encore nommé Shoah, est quelque chose qui émeut les masses, si j'ose dire, et même qui
touche le grand public. La France est sortie de la guerre, on a envie de penser à autre chose, et quand Georges Wellers, le créateur du CDJC, l'ancêtre du mémorial de la Shoah, rue Geoffroy-Lanier, fait un premier livre sur la déportation, ce livre n'est pas reconnu, n'a pas de succès, on en parle peu. Donc, on a, si je devais faire un partage, je veux bien utiliser le tableau. Si je devais faire un partage symbolique entre les deux catégories, morale et politique, morale surtout, entre le bien et le mal, en 1945, les Juifs victimes et résistants, la part juive, l'engagement des Juifs dans la résistance est quelque chose qui ne sera pas immédiatement célébrée comme telle, mais qui aura été effective, y compris dans la brigade juive, à Birakem. Bon. Les Juifs sont dans la catégorie du bien. Donc, les Juifs victimes attirent la compassion et la sympathie. Par contre, dans la catégorie du mal, il y a les nazis, les collabos, Vichy. 1948, naissance de l'État d'Israël. La naissance de l'État d'Israël attire aussi la sympathie du public et des opinions. Je relisais avant de venir des textes de le livre de M. Lazare, qui s'appelle L'opinion française à la naissance de l'État d'Israël. La sympathie pour Israël est générale. C'est l'État des victimes, c'est l'État des survivants. On sait que la naissance d'Israël n'est pas le produit de la Shoah, mais en 1948, c'est d'abord comme cela que l'État d'Israël est perçu. C'est les faibles. Pour nous aussi. Le sujet ce soir, c'est le la compassion pour les Juifs à la condamnation d'Israël. Voilà. Donc ça va parler bien sûr de l'antisionisme aussi. Et je peux annoncer que ce n'était pas annoncé sur un sujet similaire. Ça va être mai. Ilan Greitsamer, il va intervenir aussi sur zionisme, antisionisme, post-zionisme et antisémitisme pour en finir avec les confusions sémantiques dans le débat français. Bon, c'est prometteur. Le 20 mai. Je vais vous envoyer, si vous êtes inscrit sur cette liste, je vais vous envoyer bien sûr l'invitation. Donc, Jacques Carnero, comme j'avais dit, un grand spécialiste de l'antisémitisme et sur aussi le négationnisme. Il a fait un film qui, je crois qu'il y avait d'influence dans le débat. C'était en 2001, je crois, sur le négationnisme. Autopsie d'un mensonge et également un autre film sur la représentation du conflit israélo-palestinien, Décryptage, en 2002. Je ne vais pas prendre plus de temps de vous, la parole est à vous, c'est un mérite. Merci beaucoup. Vous me présentez comme un expert, j'aurais préféré ne pas être un expert de ce type de sujet. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on soit encore obligé en 2014 d'avoir à étudier cet objet infini qui s'appelle la haine des Juifs et qui se renouvelle, se métamorphose, se transforme, prend de nouveaux noms, de nouveaux discours, de nouvelles formes. Et c'est pour reprendre le... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus sur
c'est pas peut-être la 7e ou 8e séance maintenant de notre série de séminaires sur l'antisémitisme contemporain en France. Cette série est organisée par Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy et le GSRL, le groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS. Et c'est comme souvent un travail d'un groupe. Et a participé Glenn Feder, qui est ici aussi, qui est au ISCAP, et Joël Alouche-Benyaoun, Paul Savatsky, au GSRL, et Claudine Attias. Il y a ce soir, et j'espère qu'on va continuer un peu dans ce débat d'avoir un cadre universitaire, mais on a vu qu'on a lancé cette série de séminaires, on a développé l'idée, c'était l'été dernier. Déjà l'actualité était déjà bien présente, mais pas autant. Donc on voit que les chercheurs sont souvent ils prennent plus de temps dans la recherche. Il m'a fallu aussi un peu de temps pour comprendre cette façon de démarche où on doit prendre le temps pour évaluer les choses. Et je suis très content que ce soir, on a Jacques Tornero qui réagit souvent rapidement sur les développements de l'actualité. Il est un expert de l'antisémitisme et du racisme également. Et de discuter ça dans ce cadre ici. Et la discussion, j'espère qu'on va avoir assez de temps. Donc, je vous prie de faire un discours peut-être de 45 minutes, si ça vous va. Super. Et donc, votre participation est importante pour... qui, par la force de leur courage et de leur détermination, ont construit un pays. Et dans un premier temps, à la naissance d'Israël, tout le monde applaudit le premier député français à saluer la naissance de l'État d'Israël à la tribune de l'Assemblée nationale est un député du Parti communiste, Florimond Bonte, et qui salue le petit État qui est à la fois celui des victimes, mais qui s'est construit l'impérialisme britannique et contre les féodalités arabes. Donc on peut dire que Israël, à ce moment-là, est loin des huiles du progressisme. D'ailleurs, l'Union soviétique et les États-Unis reconnaissent immédiatement l'État d'Israël. Donc, Israël, à sa naissance, est aussi dans la catégorie du bien. Je continue mon déroulé chronologique. Il se trouve que la France va être très rapidement en conflit avec ses colonies, ou avec ceux qui réclament leur indépendance. L'Indochine d'abord, l'Algérie ensuite. La guerre d'Algérie démarre en 1954 et s'achève en 1962. Et il se trouve qu'il y aura une alliance conjoncturelle en 1956, au moment de l'affaire de Suez, entre Nasser est au pouvoir. Nasser se présente comme le héros du tiers-monde, et pas uniquement qui a renversé le roi Farouk, qui était la potiche des Anglais. Donc, en nationalisant le canal de Suez, Nasser apparaît à la fois comme un nationaliste et aussi comme un progressiste du côté du tiers-monde, qui prend le parti du FLN algérien. À l'époque, en 1954-56, l'ennemi de la